Avez-vous hâte à la soirée spéciale Halloween du Canadien? Ouf, hein? On n'a plus le droit de se déguiser. J'ai vu ça. Non, mais vous me corrigerez. J'ai vu une publicité, soirée Halloween du Canadien, mais il me semble il faisait pas ça. Est-ce que c'est moi qui... Non, honnêtement, à moins que ce soit une promotion qui quelque part dans les estrades puis qui nous a échappé, mais c'est certainement pas une soirée thématique à laquelle... Je sais que dans le métro, les soirs de match, quand c'est l'Halloween, c'est très spectaculaire. Oui, d'accord. C'est absolument spectaculaire, mais on ne le verra pas trop sur la patinoire, en tout cas, s'il y a une soirée thématique Halloween. J'espère que non. Il n'y aura pas de ruban gommé avec des citrouilles dessus. Il y aura pas de... Non, mais ça, d'ailleurs, on y viendra parce que c'est mon moment. Je commence l'année comme ça. J'aime bien... pas être fier de la façon dont cette équipe-là est dirigée d'un point de vue corporatif. Et j'allais ouvrir avec ça. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, le Canadien ne faisait pas de soirée thématique parce que c'est le Canadien de Montréal. Je vais ponctuer mes phrases comme ça pour ceux qui sont en vidéo tout le long de l'épisode. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est une équipe qui transcende. Si vous voulez vous déguiser à l'Halloween, allez-y. Mais c'est pas nous qui allons faire un événement. Puis en plus, j'ai regardé... Puis... Mon exemple là-dessus, c'est toujours la différence entre... les Brewers de Milwaukee et les Yankees de New York. Merci, Martin. Il n'y a pas de course entre les manches à New York de gars habillés en saucisse sur le terrain. C'est ça. Puis il n'y a pas de deuxième mascotte, un bancal qui rappelle les amateurs de musique heavy metal et de toutes sortes de niaiseries, toutes sortes de niaiseries du genre. Alors, vraisemblablement, et en plus, je suis allé voir, je me suis dit, bon, OK, une soirée thématique, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Pas vraiment. Ça semble juste être comme une espèce de ballon marketing, un brin inutile. Ça. Il y a sûrement un commanditaire derrière ça. Oui, non, c'est vrai, tu as raison. C'est ça qu'il y a de spécial. C'est présenté par quelque chose dont j'ai déjà oublié, puis je m'en félicite, dont j'ai déjà oublié l'identité. Et tu mentionnes le ruban, c'est une autre affaire cette semaine. Évidemment, on ne s'attend pas là, à ce que Gary Bettman puis la Ligue nationale de hockey, on les a vus aller de toute façon l'an dernier avec toute leur gestion des soirées thématiques en support aux communautés LGBTQ+. On a bien vu qu'ils n'étaient pas capables de faire quoi que ce soit de correct. Là, on apprenait cette semaine qu'en catimini, ils ont bien banni. Écoute, moi, je n'avais même pas remarqué l'existence de ces rubans aux couleurs de la fierté que les joueurs pouvaient utiliser pour démontrer leur appui. Et là, c'est interdit. Il y a quelques voix. Il y a des joueurs, Connor McDavid, entre autres, que j'ai entendu, qui ont dit, regarde, moi, je vais l'utiliser pareil. Puis, c'est une autre occasion où est-ce que le Canadien rentre dans le rang, puis c'est M. Molson, ça fait pas de vague, puis... Mais ça, c'est une position de ligue. Non, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fut un temps où cette équipe-là jouait un rôle social, jouait un rôle au sein de la ligue aussi, puis ça, ce temps-là, c'est révolu. Puis, c'est soirée thématique, Halloween présentée par un tel, puis des mascottes en voulez-vous, puis on va améliorer l'expérience, on va faire un hall avec une offre alimentaire ennuyante. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est très décevant. Je trouve que cette équipe-là, au niveau corporatif, année après année, est très décevante. OK, c'était un bel éditorial. C'était bien senti. En part de ça, sentez-vous à l'aise de réagir. Ben, écoute, moi, c'est juste que je comprends que tu voudrais que le Canadien prenne le bâton du pèlerin et soit un leader en matière communautaire, mais quand c'est une décision de ligue, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une équipe défie Gary Bettman, surtout sur des sujets comme ceux-là. Parce que dans le fond, la raison pour laquelle on recule, parce que c'est un recul, c'est que dans le fond, c'est pour éviter de froisser une certaine partie de la clientèle possible. Fait qu'en biffant toute implication communautaire, puis en disant nous ne serons qu'un produit hockey, bien, finalement, tu soutiens personne, mais tu te mets personne à dos non plus. Fait que, dans le fond, c'est très, très prudent. C'est ce que, souvent, quand on... en tant que journaliste, de temps en temps, quand sur les médias sociaux, on se risque à parler d'autres choses, il y a des gens en anglais qui vont nous répondre « stick to sports ». Alors, c'est ça que la Ligue nationale a décidé de faire, « stick to sports ». Mais le Canadien lui-même a quand même, à l'extérieur des initiatives LGBTQ de la Ligue, quand même des choses aussi, des programmes de soutien à différents organismes. Puis les chandails, autrefois, qui étaient mis à l'encan, les chandails multicolores qui étaient portés à la période d'entraînement, étaient mis à l'encan. Et puis, je sais que ça avait donné quelque chose comme 175 000 $ à différents organismes en l'espace de quelque chose comme 5 ans. Mais dans un contexte comme celui-là,
Ce qui est plus important à partir de maintenant, c'est que le Canadien dise, si eux, ils croient à ce genre d'initiative-là, il va falloir qu'ils soient plus vocaux dans les initiatives qui sont à l'extérieur de ce que la Ligue organisait. Puis dire, voici, malgré les interdictions, voici ce qu'on continue de faire. C'est là-dessus qu'il va falloir les entendre. Non, puis là, j'avoue que je mélange bien des affaires. Est-ce que j'ai bien compris? Moi, ma compréhension de ça, c'est que toutes les activités sur glace reliées à des soirées thématiques, maintenant, il n'y en aura plus. Donc, ça inclut même le militaire, même le cancer. Le camp combattre le cancer, le mois des Noirs, etc. Ouais. Alors, moi, je trouve que ça montre le niveau réel de conviction des dirigeants de la Ligue par rapport à ces initiatives-là. Il a fallu que, simplement, que la saison dernière, quelques joueurs, ça a commencé avec quelques joueurs russes là, qui ont refusé de porter le chandail multicolore. Puis là, il y en a d'autres qui ont invoqué des motifs religieux, les joueurs canadiens, les joueurs américains, tout ça. Mais il a fallu simplement de quelques joueurs qui disent « je ne veux pas porter ce chandail-là » pour qu'on décide de faire table rase au complet et qu'on cesse toutes les initiatives. Je trouve ça extrêmement spectaculaire comme revirement. Tout à fait. Très décevant. Et il y a des joueurs qui ont dit moi, je vais contester, je vais porter le ruban pareil. Qu'est-ce que la Ligue peut faire? Ils vont quoi? Ils vont me sortir du match? Ils vont me mettre à l'amende? Alors, ça reste à voir. J'imagine qu'il y a un peu de bras qui vont être tordus en coulisses pour empêcher les joueurs de le faire, mais ça montre juste, je trouve, ça démontre qu'il n'y avait pas beaucoup de sincérité devant toutes ces initiatives-là et que c'était pas... c'était simplement... il y avait un but commercial derrière ça. Mais si on permettait aux joueurs l'année dernière de se désister de ce genre d'initiative-là au nom de la liberté d'expression, ben on devrait tolérer le fait qu'il y a des joueurs qui, au nom de la liberté d'expression, vont dire « savez-vous quoi, moi, le ruban, je vais le mettre. » Regardons ça marche des deux. Ça marche des deux côtés, cette affaire-là. Non, puis je vais tout de suite avouer que c'est absolument malhonnête intellectuellement de faire un parallèle entre... disons, la perte un peu du caractère historique ou enfin on élague beaucoup là, chez le Canadien avec toutes sortes de propositions marketing. Ça enlève un peu du lustre historique à l'équipe. Je conviens que de mêler ça de prendre une position de leadership sur des causes sociales, c'est malhonnête. Mais bon, ça va être comme ça cette année. Ah oui? Okay. Ça manque de malhonnêteté intellectuelle, ce balado-là. Bon, ben, tu vas occuper ce créneau-là. Je vais m'en occuper. Oui. Aujourd'hui, une amorce enthousiasmante. Il pleut des buts dans la LNH et Connor Bedard est en ville. C'est tellement hockey, épisode 263. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Et notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bon matin, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Émotionnellement, c'était très difficile pour les gars d'être 3-0 puis là tu perds 3-2. Mais on est revenu en troisième, un petit peu fragile du début de la troisième. Jake a fait des gros arrêts pour nous autres, nous a donné un petit peu du temps. Là, OK. On est capable de se remettre un peu, puis on a eu une bonne poussée. Puis là, mais tu joues contre une équipe à la maison très talentueuse qui enlève le goaler avec 4 minutes et demie. Elle nous a glissé un peu, mais je suis content du match. C'est sûr que ça aurait été le fun d'aller chercher 2 points. Il n'y avait rien de parfait, mais comme tu dis, moi, il y avait des belles actions, puis on va corriger les erreurs, puis on va continuer à avancer. Martin Saint-Louis, à froid, parce que c'était pas tout de suite après le match, c'était le lendemain, après l'entraînement. Donc, à froid sur ce premier match, ce match d'ouverture du Canadien contre les Maple Leafs de Toronto, où on s'est certainement pas ennuyé. Avez-vous aimé votre amorce? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette amorce pour le Canadien? Ouais, je pense que de manière générale, quand Martin Saint-Louis parle du fait qu'on est un peu fragile, ça a été un match en montagne russe au niveau des émotions. Puis les joueurs l'ont reconnu. J'ai parlé à quelques joueurs jeudi qui me disaient c'était le premier match de la saison, tu es à Toronto, tu veux bien faire. Puis les jeunes joueurs, on dit souvent que c'est une jeune équipe, ils sont jeunes. Puis tu es vulnérable à faire des erreurs quand tu es tellement pris par le moment, tu veux tellement lancer ta saison du bon pied que tu te dis, je vais faire le gros jeu, ça va te donner le ton, etc. Puis quand tu es motivé de cette manière-là, des fois,
t'ouvre la porte à faire des erreurs. Et puis, il faut rétro-pédaler par la suite. Alors, c'est ça. C'est pour ça que ça a été un peu un match en montagne russe. Dans l'ensemble, c'est sûr que les unités spéciales ont fait mal aux Canadiens dans ce premier match-là, mais le fait que le Canadien ait remporté le jeu à force égale 4-1, ça, c'est une source de motivation puis de réconfort, de dire OK, on peut bâtir là-dessus. Le Canadien, on s'entend, il y a eu défensivement, il y a eu des lacunes dans ce match-là. J'ai aimé le niveau de combativité de l'équipe. Ça fait partie de l'ADN de cette équipe-là. Elle va se battre. Après 2 périodes, c'était 11-5 les chances de qualité pour les Maple Leafs. Là. Donc, même si le Canadien se faisait dominer, l'équipe a été opportuniste. Le point tournant de ce match-là, et Martin en parlait dans l'extrait qu'on avait tantôt, le but refusé à Cole Caulfield, là, ça fait une différence. Ça assomme aussi sur le banc, j'imagine. Ça fait, au lieu de te retrouver en avant, 3-0. 3-1, 3-0? 3-0. C'était 3-0. Ça aurait été 3-0. 3-0. Puis tu t'encaisses 3 buts consécutifs après ça. Là, habituellement, une équipe ne se remet pas de ça. Le momentum ne revient pas. Et le début de la 3e période a été extraordinaire. J'ai été impressionné par la tenue des jeunes joueurs. Slavkovski, on l'a vu au camp, était plus à l'aise, commençait à être plus à l'aise aussi quand il s'est blessé la saison dernière, commençait à montrer des belles choses, mais il a vraiment fait un grand pas en avant. Et s'il est capable de bâtir là-dessus, d'aller encore plus loin que ça au fil de la saison, ça va être une grande réussite, parce que la saison dernière, on se posait des questions. Là, c'était un joueur visiblement qui n'était pas habitué à la physicalité du jeu de la Ligue nationale. Ça faisait pas partie ça faisait pas partie de son coffre à outils. Et là, on voit moi, c'est au niveau de l'implication que je vois la plus grande différence dans le jeu de Slavkovski. Il distribue plus de mises en échec, bataille beaucoup plus fort pour la possession de la rondelle dans les coins, tout ça. On s'entend, ce jeune-là doit devenir un attaquant de puissance. Il doit jouer comme un attaquant de puissance et il ne jouait pas comme un attaquant de puissance la saison dernière. Donc, il y a des grands progrès et je vois que ses coéquipiers l'encouragent aussi. Et c'est important d'avoir l'approbation des pairs quand tu es un jeune joueur comme ça. Alors, juste l'exemple de Slavkovski, je trouve, illustre un peu l'ensemble des choses intéressantes qu'on a vues dans ce match-là. Sur le deuxième but de Newhook, on voit que c'est Slavkovski qui fait tout le jeu, mais juste avant ça, je pense que c'était Jordan Harris où il sert une super belle passe là, à un de ses défenseurs qui peut se mettre dans une position dangereuse pour tirer. Le jeu avorte, mais vraiment, il est partout sur la glace. C'est lui qui va récupérer cette rondelle-là qui est perdue, qui la refile à Xhekaj pour que Newhook la fasse dévier. Sur cette séquence-là, on a vu quelqu'un qui dominait la situation. Oui, puis j'ai bien aimé son implication sur le premier but également, parce que le jeu commence avec une mise en échec qui le sert profondément en zone du Canadien. C'est ce qui permet la sortie de zone. Et lui, il arrive, il comble le retard parce que Dach et Newhook avaient amorcé l'attaque, puis il se met à patiner en 4e vitesse. Il vient les rejoindre, puis il est en position parfaite pour recevoir la passe de Dach, puis faire sa propre passe. Dans un court laps de temps et très peu d'espace. Très peu d'espace. Fait que je pense que l'autre élément dans le jeu de Slavkovski qui m'apparaît changé par rapport à l'année dernière, c'est justement au niveau de son coup de patin, au niveau de l'explosion, du fait qu'il, comme certains analystes aiment le dire, il bouge ses pieds. Alors ça fait une grosse différence. Alors, à partir du moment où il va commencer à être de plus en plus à l'aise dans son corps, à l'aise avec l'espace qu'il a autour de lui, si en plus il met son coup de patin à profit parce qu'il est explosif, je pense qu'il peut rassembler tous les outils. Et en fin de compte, ce qui va arriver probablement en dernier, mais qui devrait faire en sorte qu'il va devenir un joueur d'impact à ce moment-là, c'est que quand il aura rassemblé tout ça, après, ses mains vont pouvoir parler de la même manière qu'en Europe, parce que là, il va avoir appris à se donner du temps, à se donner de l'espace, puis après ça, pouvoir manier la rondelle, non seulement en protégeant bien le disque, mais également en faisant les jeux qu'il veut faire. Mais déjà, tu vois qu'il y a une belle progression par rapport à l'année dernière. Puis l'autre affaire, moi, je regardais le match à TVA. C'est toujours un grand plaisir. Et on nous a remontré ad nauseam la séquence où il s'est fait frapper sur le bord de la bande en début de match. Puis, je ne sais pas si c'était un choix conscient, là, mais pour l'avoir revu 1000 fois, là, grâce à ça, même ça, c'était pas pareil comme l'an passé. On a beaucoup
On s'est beaucoup inquiété de ça, sa façon de gérer les attaques, là, disons, la robustesse des autres envers lui. Puis même ça, c'était pas pareil. C'est assez flagrant. Mais ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il va continuer de se faire frapper. Puis, à mon sens, il va continuer de tomber encore pendant 1 an ou 2. Peut-être pas autant que l'année dernière, mais sauf qu'à un moment donné, c'est pas une question de poids nécessairement. C'est juste que c'est une question de vigilance, d'être capable de percevoir est-ce que je m'apprête à me faire frapper. Puis si tu n'es pas conscient du fait que tu es sur le point de te faire frapper, bien là, ton centre de gravité ou ton positionnement fait en sorte que peu importe ta grosseur, si tu te fais frapper, tu risques d'être en déséquilibre. Mais je pense que c'est un apprentissage, mais il va passer à travers, puis à un moment donné, il n'en sera plus question. C'est une question de perception du jeu. Souvenez-vous, Max Pacioretty, ses débuts avec le Canadien, ses premières saisons, c'était le nombre de contacts retentissants dont il était victime, puis on se disait, il ne passera pas à travers, il ne pourra pas faire carrière. Il s'est bien ajusté. Puis, vous avez vu, Adam Fantilli s'est fait frapper de façon qui ressemblait beaucoup à ça dans le camp. Mais c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que parce que des fois, tu vas te faire frapper puis tu vas tomber, là, même si tu étais totalement conscient de ce qui arrive. Là. Moi, il me semblait, c'est ça. L'an passé, on n'avait pas l'impression qu'il était conscient de ce qui arrivait. Cette séquence-là dont je parlais, c'était pas ça. On a beaucoup parlé de la jeunesse. Moi, je l'ai dit, je vais être malhonnête intellectuellement toute l'année. Non. Mais moi, Kaiden Goulet, c'est mon meilleur. J'ai trouvé que ça avait été une soirée tranquille. On dit toujours, hey, Slavkovski, on partira pas en peur. C'était un premier match. Je pense qu'on peut dire la même chose pour ceux qui ont eu le plus de difficultés. Mais dans l'ensemble, Goulet en est un, mais dans l'ensemble, c'est la jeune défensive. Puis ça explique peut-être pourquoi les Maple Leafs en ont mis autant dedans. C'est ça. C'est une amorce un peu plus timide, peut-être, de ce côté-là. Oui, mais en même temps, Kaiden Goulet, dans les responsabilités qu'on lui demande, je pense pas qu'on a nécessairement à s'attendre à ce qu'il y ait du gros flash, du gros flafla de sa part, surtout en début de saison, parce que, mine de rien, quand tu mets Matheson et puis Savard sur le même duo, ben Goulet devient le défenseur qui va opérer le deuxième duo. C'est lui le deuxième duo, lui et quelqu'un d'autre. En ce moment, c'est Jonathan Kovacevic. Mais les responsabilités à l'endroit d'un gars de deuxième année comme ça sont énormes. C'est des grosses bouchées pour Kaiden Goulet. Alors, quand il se retrouve face à de la compétition de haute qualité, c'est normal qu'après ça, on se dit, ben peut-être comment ça se fait que finalement ces chiffres, ces statistiques avancées ne sont pas meilleures ou peut-être qu'il ne mettra pas beaucoup de points. Tout ça, à mon sens, ça va venir. C'est juste qu'on lui en demande tellement cette année, puis c'est pas seulement le premier match, je pense que ça va être comme ça toute l'année, qu'il y a un ajustement sur, OK, en fonction de ce qui m'est demandé, jusqu'à quel point je suis à l'aise d'en faire plus, entre autres offensivement. Puis c'est normal, un gars comme lui va se dire, le plus important, c'est que je sois étanche puis que je défende comme il faut. Absolument. Il joue si on compare avec les autres jeunes défenseurs de l'équipe, il joue dans la Ligue nationale 1A. Lui, là, il y a des grosses responsabilités match après match. Il ne faut pas l'oublier, ça prend plusieurs saisons avant de développer un défenseur de premier plan, là, avant vraiment qu'il soit capable de devenir une pierre d'assise en défense et d'être le joueur sur lequel on fait reposer la fiabilité défensive de l'équipe. Il se débrouille très, très bien. Là. Et il ne faut pas oublier, il a juste joué une demi-saison aussi l'an passé. Mais dans l'ensemble, moi, je lui donne une bonne note pour ce match-là. Juste compléter, je ne sais pas de quelle manière Martin Saint-Louis va modifier son alignement en vue du match contre Chicago, à l'heure où on se parle. Mais quand on voit Matheson, les deux vétérans, Matheson et Savard ensemble, puis Goulet Kovacevic, j'avoue que c'est une combinaison que je trouve un petit peu étonnante parce que David Savard m'apparaît tout à fait le genre de défenseur qui pourrait assumer le fait d'avoir un jeune à côté de lui. Mais quand tu mets un peu tes œufs dans le même panier ou toute ton expérience sur le même duo, ben ça augmente encore plus les responsabilités de Goulet. Alors, mais remarque, Goulet-Savard, on a vu cette formule-là l'année dernière. C'est ça, encore une fois, à mon sens, ça montre un peu la faiblesse du Canadien du côté droit parce que ça force Goulet à en faire d'autant plus. J'ai pas regardé les pairages durant ce match-là, je veux dire, défenseur vis-à-vis trio adverse, mais quand tu affrontes un trio de premier plan comme celui de Matthews, parfois, là, sur la route en plus, tu
tu vas peut-être essayer de te faire une paire ultra dominante. Quoique tu peux pas choisir, tu peux pas choisir les pairages, mais. C'est quand même eux qui ont eu le gros du travail, là, qui ont levé le plus de fonte contre les gros canons des Maple Leafs. Ça peut être rassurant d'avoir les deux vieux contre les gros. Le trio de Matthews a eu 12 chances de marquer de qualité dans ce match. Juste ce trio-là. Ils vont être bons, je pense. Oui, ils vont être pas pires, mais c'est ça. Il y a l'équivalent d'une équipe au complet, l'équivalent de la production de chances de marquer d'une équipe au complet sur un seul trio. Fait que ça a été un soir de fête pour eux. Matthews, c'est hallucinant, les premiers matchs là aussi. Là, genre, je pense qu'il était le premier depuis Austin Matthews à faire un tour du chapeau dans le match d'ouverture. C'est assez éloquent. Martin, penses-tu qu'il va y avoir de la rotation déjà dans la brigade défensive pour le deuxième match samedi? Tu veux dire un changement dans les paires de défenseurs? C'est difficile à dire. Martin, je pense, se laisse une marge de manœuvre pour ajuster son équipe selon qu'il joue à domicile ou sur la route, mais en début de saison, comme ça, j'imagine qu'il va vouloir instaurer une sorte de stabilité un peu, laisser à tout le monde le temps de trouver des repères. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il passe toujours sous le radar, mais Kovacevic, quand même, qui a connu un très bon camp d'entraînement, on lui donne beaucoup de minutes et puis il répond avec du jeu sobre, mais fiable. C'est un gars qui, d'un match à l'autre... tu le remarques jamais dans un match parce qu'il fait jamais il fait jamais de folie, Kovacevic. Il fait jamais mal à son équipe sur la patinoire. C'est très, très rare qu'il va faire mal à l'équipe. Absolument. Fait que s'il joue beaucoup de minutes en défense et que tu ne le remarques pas, ben d'une certaine manière, c'est une petite victoire pour le Canadien parce qu'ils ont besoin de défenseurs comme ça. Si tu as des joueurs qui ont plus de potentiel, par exemple, je pense à Justin Barron, qui est un gars qui, en principe, a un plus haut potentiel que Kovacevic, mais... tu le mets dans l'action, je pense que d'un soir à l'autre, il va te donner un rendement qui va être beaucoup plus variable que celui de Kovacevic, qui, lui, est un rendement à taux fixe, à 6 d'intérêt. Comme disait Dominique Ducharme, si tu es un 8 de trèfle, je veux m'attendre à avoir quand tu faisais les comparaisons avec les cartes. C'est vrai. C'est ça. On s'attend à un 8 de trèfle. Slav, ça fait plus qu'un an qu'on est ensemble. Puis je te dis, l'année passée, je l'ai coaché, mais pas beaucoup, parce que je voulais pas l'étouffer. Je voulais créer une relation pour qu'il ait confiance en moi, puis qu'il sait que je suis là pour l'aider. Fait que moi, ça part tout avec les relations. Fait que c'est ça qu'on a bâti. Puis cette année, je me suis assis avec Slav, puis on a parlé d'une couple d'affaires. Puis encore là, je fais attention de ne pas trop y en donner non plus. C'est une petite bouchée à la fois. Puis tu le vois que il absorbe, puis il en veut. Mais si tu en donnes trop, tu les étouffes. Martin Saint-Louis qui expliquait le développement de sa relation avec Juraj Slafkovský. Évidemment, c'est un peu l'histoire de ce premier match-là, dans la colonne des plus. Dans la colonne des moins, on notera plus ça. On avait peut-être été, Martin, un peu prophète. Mais on s'inquiétait un peu du sort de Brendan Gallagher pendant le camp. Puis, c'est ça, là. Écoute, on a reçu, il y a des gens qui nous ont interpellés sur les réseaux sociaux pour noter que c'était pas facile. Ouais, ça n'a pas été facile pour ce trio-là, qu'on a très peu vu dans le match. Pearson, je comprends que c'est un bon vétéran. Et souvent, il y a des directeurs généraux qui aiment ça. Insérés dans l'alignement en début de saison, des vétérans qui sont plus vers la fin de leur parcours que du début, parce que ces gars-là savent jouer le hockey de la Ligue nationale, ils apportent une certaine stabilité dans l'alignement. Marc Bergevin allait souvent chercher des vétérans comme ça. Puis, à un moment donné, tu les voyais disparaître, ces gars-là, en cours de saison. Ils commençaient à être rayés de l'alignement. Il y a des jeunes qui étaient insérés, qui arrivaient. Écoute, ça n'a pas été un très bon premier match. Attendons de voir, mais dans le cas de Gallagher, c'est inquiétant. Là, ça fait... l'échantillon commence à être grand dans son cas. C'est un gars qui a beaucoup de cœur, mais qui a donné son corps à la science, là, disons-le. Il a été blessé. La science a dit, t'as un petit peu encore, mais on t'attend. Et si, parfois, même... si dans ta tête, tu te sens encore tout à fait capable de faire les mêmes choses qu'auparavant, le corps ne répond plus tout à fait de la même façon. Alors, on va suivre ça, mais c'est
beaucoup l'avaient anticipé, mais ça semble être un déclin quand même assez rapide dans le cas de Gallagher. Ouais. On a placé 2 vétérans aux côtés de Sean Monahan. Fait que ça fait un trio de 3 joueurs qui, chacun, à leur façon, ont des choses à prouver et veulent dire hey, j'ai encore de l'essence dans le réservoir, puis j'ai encore du bon hockey à donner. Fait qu'ils ont une motivation commune. Puis autant dans le cas de Pearson que de Gallagher, je pense qu'on leur donne les clés du 3e trio, mais peut-être que mon expression n'est pas appropriée, mais on leur donne aussi un peu en même temps la corde pour se pendre. C'est-à-dire qu'ils ont le bénéfice du doute en début de saison, sauf qu'à un moment donné, il y a des jeunes peut-être qui, par la qualité de leur jeu, vont leur voler du temps d'utilisation. Puis Gallagher, son enjeu, c'est qu'il a tellement été ralenti par les blessures. Maintenant, s'il veut rebondir puis redevenir un joueur plus significatif puis un bon contributeur chez le Canadien, il a besoin d'abord d'être 100% en santé. Et s'il est 100% en santé et qu'il joue de la manière qu'on a vu dans le premier match sur une plus longue période, ben là, les carottes vont être cuites. Alors, ou bien il n'est pas encore à 100%, ou bien on se dit, ben il est en forme, mais à un moment donné, il va trouver son rythme. C'est la grâce qu'on lui souhaite. Avez-vous été surpris qu'on envoie Jake Allen pour ce premier match devant le filet? Je pense qu'on en avait pas. On en a-tu parlé ensemble ou c'est avec Alex? C'est avec Alexandre que tu en as parlé. Avec Gascon. Alex, ça, c'est un gars qui a des affaires intéressantes à dire. Oui, toujours. Oui. Mais écoute, moi, j'avais trouvé ça surprenant comme sélection. Puis en y repensant, tu sais, si on prend l'échantillon de ce que les gardiens ont démontré sur une plus longue période, on regarde la saison dernière, tout ça, il me semble que le filet revenait à Montembeault pour le premier match. Par contre, si on regarde le camp que Montembeault a connu, c'est un jeune gardien qui arrivait au camp avec... Tout le monde tenait pour acquis, tout le monde tient pour acquis que ça va être celui qui sera le plus occupé, que c'est lui le gardien numéro 1. Mais il n'y a vraiment pas eu un bon camp. Alors, comme entraîneur, j'essaie de me placer dans les chaussures de Martin. Comme entraîneur, est-ce que tu passes un message en partant, dire écoute, mon vieux, si c'est ça le niveau. La confiance, c'est toujours, ça revient toujours à qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment. Tu n'as pas eu un bon camp, on ne commence pas avec toi, puis regagne tes galons. Mais il y a eu un mauvais camp ou un camp ordinaire? Il a donné un mauvais but au moins dans chacun des matchs. Il a donné de très mauvais buts dans chacun des matchs. En même temps, Jake a donné 2 mauvais buts. Oui, mais Jake a presque pas joué dans ce camp. En fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, dans un épisode précédent, j'avais dit que je serais surpris que Caden Primo obtienne un départ ou joue un match complet parce qu'il y avait 2 autres gardiens à préparer puis il y avait 6 matchs au total. Puis on sait que dans un camp d'entraînement, on va utiliser plus que 2 gardiens, puis on va faire des demi-matchs, etc. Mais en fin de compte, ni Allen ni Montembeault n'ont vraiment eu énormément de répétitions puis de préparation, c'est ça, en vue de la saison régulière. Moi, la surprise, c'est pas nécessairement de dire êtes-vous surpris que Jake Allen soit en uniforme à Toronto? La surprise, ce serait s'il l'était samedi à Montréal. Parce que là, on est dans une situation où, pendant tellement d'années, on ne se posait pas la question. Carey Price était là. Il jouait le premier match, jouait le deuxième, jouait le troisième. Là, tu as un match d'ouverture à l'étranger, puis après ça, tu as ton match d'ouverture local. Puis là, si jamais le Canadien avait mis Samuel Montembeault dans le filet à Toronto, mais là, tu te dis, bien là, on n'a pas de gardien numéro 1, on donne la chance aux 2, fait qu'on va mettre Jake Allen pour le match d'ouverture local. Les gens diraient, oui, mais là, c'est le match d'ouverture au Centre Bell, ce serait le fun que ce soit Montembeault. À mon sens, c'est une façon... C'est comme 2 premiers matchs. Tu as le premier match de la saison, tu as le premier match au Centre Bell. Et Jake Allen avait historiquement quand même des chiffres assez bons face aux Maple Leafs. Oui, c'est ce qu'on nous a donné comme explication. C'est ça. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de numéro 1. Alors, les 2 vont se faire donner la chance. Alors, si jamais il revient avec Jake Allen samedi, à ce moment-là... Là, on pourra capoter. Tu me colorieras surpris. Oui, mais évidemment, c'est en train d'être annoncé pendant qu'on enregistre, là, parce que c'est toujours comme ça. Mais Martin, tu serais surpris que ce soit Allen qui revienne? Absolument. Oui? Absolument. Okay. Alors, c'est ça. Ça arrive en ce moment, donc je ne sais pas, voulez-vous faire comme tout le monde ensemble? Parce que je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Non, on ne sait pas exactement. Tu regardes à travers la Ligue, c'est de plus en plus difficile à se défendre. Parce que la game est beaucoup plus offensive qu'elle l'était. Il y a beaucoup plus de mouvements.
C'est pas aussi simple que c'était avant. Puis les powerplays sont meilleurs et meilleurs. Fait que c'est chaque équipe, chaque coach, il essaie de trouver des petits détails dans leur zone défensive qui peuvent les aider, des petits détails sur le désavantage qui peuvent les aider. Puis c'est jamais parfait. Martin Saint-Louis, toujours en marge de l'entraînement de jeudi. Je pense qu'il répondait à une de tes questions, oui. Marc-Antoine. Et d'ailleurs, moi, je faisais dans mon introduction, quand je disais « il pleut début dans la LNH », je faisais référence à un de tes textes cette semaine, mais ça t'a sourcillé, t'as semblé dire « c'est pas ça que je voulais dire », mais... Puis Martin, tu m'aideras là-dessus, mais il me semble qu'on notait ici l'an dernier qu'effectivement, il y avait plus de buts, il se marquait plus de buts ou que c'était en hausse, la production offensive. Assurément. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est ça que je veux dire par « il pleut des buts ». Oui. Plus les années avancent, plus il se marque de buts dans la Ligue nationale. On est dans une ère de jeu résolument offensif. Jake Allen, de temps en temps, à chaque année, ça lui arrive peut-être 2-3 fois par saison où il va dire je reste troublé de voir à quel point le jeu est rapide, à quel point il y a des passes à travers l'enclave des jeux qui sont construits est-ouest. Ça devient étourdissant pour les gardiens de but. Il a tout à fait raison. Martin Saint-Louis vient de parler également des supériorités numériques qui sont conçues de manière de plus en plus scientifique. Alors, oui, il pleut des buts à travers la Ligue nationale, c'est vrai. Mais un élément que j'ai remarqué, c'est parce que pendant très longtemps, le jeu étant plus ouvert en début de saison, parce que moins organisé, parce que... Moins rodé. Moins rodé, exactement. Plus d'erreurs. Il y avait plus de buts qui se marquaient au début de la saison. Puis à un moment donné, à mesure que tu avances, le jeu se resserre, puis il y en a de moins en moins. C'est logique. Sauf que dans les 2 dernières années, quand on fait la compilation par mois du nombre de buts par match qui se compte, à chaque mois, il s'en est compté de plus en plus. Ça, c'est étonnant. Alors, au lieu d'avoir cette logique-là de dire le jeu va se resserrer, c'est comme si le jeu offensif, lui, s'épanouissait avec le rodage. Exactement. Ouais. Fait que, il y a plusieurs hypothèses possibles. Est-ce que c'est parce que finalement, le jeu étant si efficace offensivement qu'à un moment donné, à force de défendre, les gardiens de but puis les défensives adverses finissent par tirer la langue puis tu fais écoute, là, à un moment donné, là, on n'est plus capable. On est brûlé. Alors, ils en ressentent les effets plus la saison avance. Ça pourrait être, il y a un lecteur qui m'a proposé le fait que, étant donné qu'il y a des équipes qui voulaient absolument se saborder et puis finir le plus bas possible au repêchage, ça fait en sorte que plus la saison avance, plus il y a une démarcation entre les équipes du haut et les équipes du bas. Les équipes du bas, finalement, hissent le drapeau blanc et vont beaucoup collaborer au fait qu'il y a plus de buts contre. Et ils font des liquidations à la date limite des transactions. En plus, dans les derniers mois de la saison, les mauvaises équipes sont encore moins bonnes. C'est ça. Fait qu'il y a plus de buts qui se marquent à cause de ça. Je me souviens d'un texte que j'ai fait l'an passé qui disait qu'il n'y avait jamais, au cours des 2 dernières années, il n'y avait jamais eu autant de mauvaises équipes dans la Ligue nationale depuis des décennies. Là, quand je dis mauvaises équipes, des équipes... jouant sous la barre de 500 au niveau des points, autour de 400. Même, il y en a qui étaient dans le 300. Là. Alors, et ces équipes-là liquident des joueurs en plus en fin de saison. Alors, ça devient des fois un party. C'est une hypothèse. Oui, exact. Puis il y a la quantité de blessures. C'est le calendrier tellement rigoureux que les équipes, à un moment donné, perdent des effectifs. S'ils perdent de bons effectifs, en défense, à ce moment-là, ça devient, ou devant le filet, ça devient d'autant plus problématique. Ce sont des chiffres qui couvrent la période un peu post-pandémie et post-pandémie. Ouais. Puis dans les hypothèses c'est ça. Moi, je me souvenais qu'on avait parlé de ce sujet-là dans les saisons précédentes, mais il y a effectivement le fait qu'il y a de plus en plus de cancre, ou enfin qu'il y avait beaucoup de cancre. Puis ça pouvait être lié à la pandémie, parce qu'il y a des équipes qui dépensaient moins aussi, parce que ça a été difficile sur les revenus. Mais la grande innovation offensive, c'est le progrès des unités d'avantage numérique. Ouais. L'an passé, collectivement, en moyenne, dans la Ligue, les unités d'avantage numérique étaient à 21,31 %. C'était la première fois qu'on passait au-dessus de la barre des 21 % depuis le début des années 80. En moyenne, ça? Oui, en moyenne. Alors, il n'y a pas si longtemps, là, la moyenne, il y a 10 ans, elle était autour de 17-18 %. Donc, c'est un gros progrès. Il y a beaucoup de buts qui vont se chercher là. Ouais. Et les équipes essaient... On dirait qu'on a trouvé des patrons de jeu qui sont très, très difficiles à contrer. Là. Les équipes essaient de s'ajuster défensivement, mais il y a toujours
les équipes offensivement s'ajustent très, très vite aux formations qu'on déploie devant elles. Alors, c'est très, très difficile de stopper les avantages numériques. C'est là où je pense que le Canadien, s'il veut devenir plus compétitif en termes de classement, là, les plus gros gains qu'il peut faire, c'est au niveau des unités spéciales parce qu'il est une des pires équipes en avantage numérique et une des pires en désavantage. Fait qu'à un moment donné... Ça, c'est pas bon, ça. Non, généralement, si la tendance se maintient, tu finiras pas au bon endroit. Ouais. C'est ça, c'était quoi? C'était 27e, 29e? Ben, moi, dans les notes, 29e dans les deux. Dans les deux. Et alors qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps, quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley durant la saison pandémique, là, durant les séries éliminatoires, c'était un des meilleurs désavantages numériques de l'histoire des séries éliminatoires. Et ça avait grandement aidé le Canadien. Alors, il faut... Et j'ai hâte de voir. Je pense que cette année, l'avantage numérique va progresser. Il y a eu beaucoup de blessés la saison dernière. Matheson n'était pas là en début de saison. Après ça, il y a des joueurs comme Caulfield qui sont partis à la mi-saison. Des joueurs importants au sein de l'avantage numérique. Mais si le groupe de 5 joueurs de la première unité de l'avantage numérique est pas mal là toute la saison, je pense qu'on va voir des gros progrès. Je suis moins confiant pour le désavantage numérique, par exemple. Oui, en fait, le désavantage numérique, il y a des modifications qui ont été apportées par rapport à l'année dernière. Avant, je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop Non, mais on va aller au tableau. Bouge pas, Marc-Antoine, on va aller au tableau. C'est ça, le tableau tactile. Tableau noir ici, dans les vieille école. Oui, c'est ça. Je vais sortir ma craie. Oui. Donc, avant, le Canadien fonctionnait en désavantage numérique 1-1-2. Donc, tu as une personne dans le haut de la zone qui exerce de la pression vers les pointes, une personne au milieu qui s'occupe autant du joueur qu'on appelle le bumper au centre de l'enclave, puis qui essaie de prévenir les passes qui vont alimenter l'angle mort du gardien, donc le backdoor. Et puis, tu avais donc les deux défenseurs qui étaient juste devant le gardien de but. Là, on est passé en formation en losange. Alors, de cette manière-là, quand tu as deux personnes sur les côtés, c'est pour exercer... En fait, c'est pour ôter du temps et de l'espace aux gars qui sont sur les flancs et de plus en plus... Sur les tirs sur réception. Les tirs sur réception, parce que autrefois, évidemment, le gros tir venait de la pointe, mais là, une des raisons qui explique les statistiques dont Martin faisait état, les avantages numériques sont plus efficaces parce que les tirs sur réception viennent de plus près et ils viennent des oreilles. Alors, il faut exercer plus de pression puis limiter le temps et l'espace aux gars qui vont... Proche des oreilles. Qui vont tirer à ce niveau-là. Évidemment, dans le premier match, Matthews a marqué de cet endroit-là, William Nylander aussi, mais sauf que l'objectif pour le Canadien, c'est d'une part de limiter ces options-là, puis aussi, quand tu es en déficit d'un homme, des fois, il y a une rotation sur qui couvre qui. Et puis, il y avait beaucoup d'inversions, beaucoup de transferts de responsabilités quand tu faisais du 1-1-2. Tandis que là, quand on est en formation losange, il y a beaucoup moins de ces inversions-là, ces transferts-là. Donc, les responsabilités vont être plus simples. Puis quand tu es une jeune équipe, à un moment donné, il faut que tu leur demandes des choses qui vont rester simples. On joue la zone. C'est une défensive de zone. Ouais. Reste dans ta zone. Mais tu sais, il n'y a pas de formation parfaite quand tu es en désavantage. Ça veut dire ça que si l'autre équipe décide de travailler plus près du filet, tu as un défenseur qui peut se retrouver seul avec deux attaquants adverses. Ça veut dire que si tu surveilles les gars qui vont prendre les tirs sur réception sur les flancs, ça veut dire que tu peux laisser à découvert un gars dans l'enclave, à moins que il y a toujours un trou quelque part et les bonnes équipes vont s'ajuster à la façon dont on joue le Canadien, mais c'est intéressant de voir qu'ils cherchent des solutions parce que quand tu finis 29e, là, ça veut dire que ta recette n'était pas bonne. Le gros problème, c'est qu'il y a un joueur en moins. C'est ça le problème avec le désavantage numérique. Juste avant qu'on mette fin à tout ça, je veux juste vous exposer quelque chose que j'ai entendu sur la progression de l'avantage numérique. C'était pendant les reportages, je pense, des matchs préparatoires à RDS, où est-ce qu'on faisait la comparaison avec les sénateurs d'Ottawa qui... ont vu une amélioration graduelle au cours des dernières années de leur unité d'avantage numérique. Et une des explications, c'était que c'est les mêmes jeunes joueurs qui, d'année en année, grandissent ensemble et apprennent ensemble. Est-ce qu'il y a là peut-être pas un salut, mais pour que le Canadien grimpe du 29e, que justement, Caulfield, Suzuki, Doc, qui ont davantage de temps, qui passent davantage de temps ensemble, que ça se ressente sur une amélioration des résultats?
c'est sûr que la familiarité entre les joueurs est importante, mais c'est la qualité aussi. Je pense que vous avez parlé de ça dans un balado au cours des dernières semaines, Alex et toi, Marc-Antoine. Regardons l'identité des joueurs au sein des avantages numériques qui fonctionnent de façon époustouflante dans la Ligue. C'était des super vedettes. Ouais. Des fois, tu as 2 ou 3 super vedettes sur la patinoire en même temps. Ça aussi, ça fait... ça aussi. Mais tu sais, Caulfield va être un joueur... de cette trempe-là. Va toujours être un joueur performant en avantage numérique. Suzuki distribue bien les rondelles. Oui, mais il peut l'être plus, par exemple. Caulfield c'est pas démarqué au plan statistique. Là, il n'a pas marqué une tonne de buts en avantage numérique. J'ai l'impression qu'il y a énormément de place à l'amélioration à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est tellement ciblé comme étant le tireur qu'on triche vers lui qu'il faut développer une autre option de l'autre côté. Mais sauf que quand tu regardes, il en marque beaucoup des buts, mais il marque quand même la grande majorité de ses buts à force égale. Puis je pense qu'une des clés de l'avantage numérique, c'est de faire en sorte qu'on lui aménage un espace suffisant pour qu'il touche la cible. Ça revient un peu, il y a quelques années, les autres équipes isolaient chez Weber sur la patinoire. On ne voulait pas qu'il décoche son tir. Il faut que la menace vienne de plusieurs endroits. Et je pense que les dirigeants du Canadien ont hâte de voir Lane Hutson arriver... Et je te dis, mais là, il n'y a pas de place pour Lane Hutson, Martin. Là. Non, écoute, ils vont en faire de la place quand il va arriver. Ah ouais. Il y a trop de talent. Il y a trop de talent dans cette équipe-là. Je l'ai déjà dit. Je vais le redire. Ça va être compliqué. Mais d'ailleurs, ça va plutôt bien. Hutson, je pense, dans la NCAA. Semble-t-il qu'il a joué quelque chose pas loin de 40 minutes récemment. Là, puis non, les choses vont bien pour lui. Faudrait peut-être qu'il l'envoie en Europe, parce qu'on en parle trop là, en Amérique. Là, les gens vont se faire des attentes. C'est un joueur spécial. Et moi, quand tu regardes sa taille, tu te dis comment ce gars-là va faire pour survivre comme défenseur dans la Ligue nationale. Mais il y a un niveau d'habileté hors du commun, là. Au dernier camp de perfectionnement du Canadien, il était avec tous les autres espoirs de l'organisation. Puis il avait l'air d'un joueur Midget 3A qui jouait avec des pee-wee. Il faisait ce qu'il voulait sur la patinoire. Il se promenait où il voulait, donnait la rondelle à qui il voulait. Et avoir un joueur comme ça en avantage numérique, ça va être la grande métamorphose pour le Canadien. Éventuellement. C'est ça, au mois de mars. Avril, peut-être. Je sais que lui, il aurait voulu... Il m'avait dit, j'aimerais beaucoup passer à signer mon contrat. Ah ouais? Lui, il aurait voulu être chez les pros dès cette année. Le Canadien l'a convaincu à la fin de l'année passée de dire, écoute... Va jouer à Cloton. Ah non, ça, on est mêlés. Tu te trompes de gars. Ouais. Mais prends ton temps. Puis finalement, je pense que... L'ancienne administration avait fait la même chose avec Cole Caulfield et ça avait payé, dans le cas de Caulfield, de faire preuve d'un peu de patience puis de ne pas tout vouloir tout de suite. Alors, mais je ne serais pas surpris qu'en fin de saison, il signe son contrat puis qu'on le voit jouer 2-3 matchs en fin de saison. Le parallèle serait, tout à fait égal à Caulfield. Puis les gars, on partage un peu le même problème, entre guillemets, c'est qu'ils sont pas gros. Il va peut-être jouer avec Reinbacher un jour. Ça va peut-être être une paire. En tout cas. Puis Goulet et Maillout, ça ferait quand même des bons duos. Non, sérieux. Puis là, t'as Matheson. Puis écoute, en défense... Non, mais là, ça marche pas. Le Matheson, il va falloir... Non, moi, c'est le genre d'affaire qui me tient réveillé la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces défenseurs-là? Là? Ils sont pas dans le trèfle jusqu'aux genoux avec les jeunes défenseurs. Ils sont dans le trèfle jusqu'aux cuisses. Pas vrai, il y a beaucoup de bons jeunes défenseurs. Et au repêchage, il faut que tu choisisses le meilleur joueur disponible. Puis s'ils sont tous à la même position, bien, à un moment donné, tu transigeras pour Mais ça va être intéressant. Alors, ça aura pris 5 ans, mais on sera passé du trèfle jusqu'au genou. Non, du trèfle jusqu'au genou. Pas de trèfle du tout. C'est ça. Ouais. Et prochaine étape, le trèfle jusqu'à la hanche. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ça garde. T'avais juste à écouter. Il y a juste 260 épisodes à écouter pour te mettre à jour. Je m'y retape en fin de semaine. Ouais. Réseau social, question du public sur les réseaux sociaux. Réseau, public, question du
Alors, la version longue et rock'n'roll du thème de la question du public, telle que choisie par Martin Leclerc. Merci, Martin. C'est vraiment la meilleure version. Elle est écœurante. Et là, tu sais, Marc-Antoine, bon, je vais t'épargner ce bout-là, tu n'auras pas besoin de faire la recherche, mais c'est un auditeur qui l'a. Oui, ça, je savais, je l'avais écouté. Pour nous. Je l'avais écouté, cet épisode-là. Là, malheureusement, je n'ai pas son nom sous la main, ça m'échappe, mais merci encore. C'est un des plus beaux témoignages. Moi, j'attends la version jazz qu'on pourrait jouer dans un Starbucks là, à 5 heures, un après-midi de neige. Là. Question. Alors, on vous demandait, il y a beaucoup été question de Caden Primo. C'est plus pour s'amuser, celle-là. Il y a beaucoup été question de Caden Primo lors de l'épisode précédent. Donc, on vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, selon vous, l'avenir de Caden Primo est, il fallait compléter la phrase, et Milan sur Facebook qui met le pile dedans, il dit d'être un sujet récurrent des analystes pour les prochaines semaines. Bravo, Milan. La preuve est dans le pudding. Hein? Tu vois, regarde, tu m'as parti. Je t'ai contaminé. Sur les expressions fétiches du balado gracieuseté de Martin. Selon Mathieu, toujours sur le book, on vous demandait l'avenir de Caden Primo appartient à celui qui se lève tôt. Très bon. Olivier dit plus tard. Très bon aussi. Toujours sur le book. L'avenir de Caden Primo est complexe, selon Jean-Simon. Ça, oui, parce que, enfin, c'est pas... Alexis, à lui, s'il se lève tôt, bien joué. Quoi d'autre? Oh, Mathieu, inexistant dans la LNH. Vous pouvez réagir, allez-y. Oh, c'est une bonne réaction, Martin. C'est une très bonne onomatopée. Toujours sur le book, Doom dit un choix au repêchage. Mais non, mais enfin... Il n'y aura pas de transaction. Il n'y aura pas de transaction de gardien. Oui, il va en avoir. Il va en avoir une, mais qui va va transiger pour un gardien? Ben, que ce soit lui ou Allen ou même Montembeault, il n'y a pas de... Non? C'est toujours une question de besoin. À un moment donné, tu commences la saison avec tes deux gardiens, tu as un duo devant le filet, puis à un moment donné, il y a des choses qui se passent, puis il y a des nouveaux besoins qui se créent. Alors, à un moment donné, les choses ne demeureront pas immuables éternellement. Une blessure à un gardien peut être catastrophique pour une équipe donnée dans la Ligue nationale qui n'a pas beaucoup de profondeur à cette position-là. Souvenez-vous, il y a plusieurs années, quand le Canadien avait perdu Carey Price, je pense que l'équipe était au premier rang. Quand c'était arrivé, il y avait Michael Condon qui était... Et l'équipe avait plongé... ça avait été un plongeon infernal. On n'avait pas... La direction s'était dit, « Oh non, on est solide devant le filet. Carey va revenir au jeu. » Et finalement, il n'était pas revenu. Puis au tournant de l'année, ils étaient allés chercher Ben Scrivens. Exactement. Et avec les succès... Alors que les carottes étaient cuites quand ils ont été cherchés. Mais c'est juste un exemple, là, mais la demande peut devenir très forte très rapidement pour un gars comme Jake Allen. Malgré son salaire, malgré sa sortie contre Toronto. Parce qu'il y a des gens qui ont dit il l'envoie à Toronto pour le mettre en vitrine, évidemment. C'est comme une théorie du complot populaire. Non, mais c'est parce que c'est vrai, tu peux dire malgré son salaire, sauf que ça dépend du salaire que le Canadien absorbe en retour. Je pense pas que... Ben, c'est pas tant juste son salaire, plus que le fait qu'il est encore sous contrat l'année prochaine. Moi, si je me trompe, c'est ça. Plus, mais il y a des équipes qui l'aiment, mais pour l'instant, elles ne l'aiment pas assez pour débourser ce salaire-là aujourd'hui. Sur Twitter, l'avenir de Caden Primo est, moi, je partage l'opinion d'Alexandre, en plus de partager un prénom, d'être envoyé au ballottage, d'être non réclamé et d'être retourné à Laval. Moi, je continue de penser que c'est... Enfin, j'imagine mal autre chose. Benoît dit dans la Ligue américaine aussi. Luc dit meilleur que l'an dernier, sa patience sera récompensée. Et une petite dernière ou deux sur le Gram. Qu'est-ce qu'on a sur le Gram? Dans l'immobilier. C'est pas fin. Fini la carrière pro. Ça, c'est qui? C'est pas gentil. C'est Dallaire aux pommes. Et très incertain pour ce début de saison, selon Arnaud sur le Gram. Bon. Alors, comment on dit, Marc-Antoine? On va surveiller? On verra bien? Ça va être intéressant de suivre ça. C'est toujours une formulation extraordinaire pour pouvoir conclure un sujet quand on n'est pas exactement certain de la manière dont on va conclure ça. Puis je sais que j'en suis... On n'est jamais certain de la façon dont ça va se conclure. Alors, ça va être intéressant de suivre ça. Puis si jamais on oublie de le suivre, rappelez-le nous. Ah, ouais. Ça s'écrit tout seul, ces balados-là. C'est tellement... Faut juste, on est dans le trèfle. Juste à mi-cuisse, je dirais. Je vous ai pas demandé, êtes-vous excité de voir Connor samedi? Absolument. Ben oui, je trouve que c'est
c'est du 109, une nouvelle vedette dans la Ligue nationale. Je suis très heureux que... C'est le fun pour le marché de Chicago. Je sais que ils ont trouvé ça dégueulasse, la façon dont ça s'est passé. Ils ont passé un mauvais coton. Ouais. L'organisation a été passée dans le tordeur 2 fois plutôt qu'une dans les dernières années. Puis c'est sûr que les complotistes peuvent dire « Ouais, mais là, Connor Bedard s'est arrangé avec le gars des vues. » Mais je pense qu'une organisation des Blackhawks qui est en santé, c'est bon pour la Ligue nationale. J'ai pas de misère avec ça. Je suis d'accord avec ça. Puis, on utilise beaucoup l'expression « talent générationnel », là, mais... Regardons objectivement à quoi ressemble la Ligue nationale présentement. Et on a une masse critique. On a beaucoup de joueurs qui sont des talents exceptionnels, des talents fulgurants, de grandes super vedettes offensives dans la Ligue. C'est vraiment une belle période pour être un amateur de hockey. Et Connor Bedard, donc ça, soir après soir, il va jouer contre Austin Matthews un soir, contre Sidney Crosby. Il a commencé contre Sidney Crosby. Il va jouer contre Connor McDavid. Il va jouer contre Leon Draisaitl. Il y a vraiment... Je trouve que à chaque 2 ou 3 ans, 4 ans, on voit surgir un joueur qui a vraiment un talent exceptionnel offensivement. Et Bedard va être là-dedans. Les Blackhawks vont être intéressants à suivre à nouveau. Oui, puis comme c'est ça tombe, enfin, c'est une chance. Ça aurait été, parce que c'était Columbus qui avait le plus de chance à la loterie. C'est ça? C'était Anaheim. C'était Anaheim, c'est ça. Dans les 2 cas, je pense que c'est notre côté vieille école à Montréal. Je pense qu'on préfère tous Chicago. Alors, Martin, pour ta 6e saison au balado, bienvenue. Et Marc-Antoine, bienvenue dans le gros show. Voyez-vous ce que je fais, là? Voyez-vous ce que... voyez-vous ce que je fais? Là, tu viens de faire ton Kelly Sutherland là, qui salue Sid puis qui salue Connor. C'était sympathique. Oui, mais Kelly Sutherland, c'est l'un des arbitres préférés des joueurs pour ce genre de choses-là. Il communique très bien avec les joueurs sur la glace, puis tout le monde l'aime. Il y en a d'autres qui ne sont pas des favoris, mais lui, Wes McCauley, qui est devenu un peu une vedette à sa manière, ces deux gars-là sont dans une classe à part dans l'esprit des joueurs. Et ils amènent certainement au côté spectacle. Ça, c'en était... Moi, j'ai trouvé ça sympathique, quoique ça m'a surpris un peu. C'est rare. C'est pas tout le monde qui a droit à son petit boniment de bienvenue. Moi, j'étais plus dans les boniments de remerciements. Alors, Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon vieux. Toujours un plaisir. Et Marc-Antoine Godin, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. D'ailleurs, tu t'en vas voir Connor. Oui, absolument. De ce pas. Tu lui diras... J'attends juste à y finir ta phrase. Bienvenue. Je vais peut-être m'en servir contre toi. Tu lui diras bienvenue de notre part. D'accord. OK. Merci, Marc-Antoine. Je rappelle qu'on peut tous les deux vous lire, vous entendre et vous voir sur toutes nos plateformes. Un grand merci à Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne ouverture locale samedi, puis on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.